exceptionnel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série. Oui, 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 vous avez bien entendu, je vais vous parler d'une série. Déjà, rien que là, c'est un peu un truc de malade. Mais alors, high level, je vais vous parler d'une série de science-fiction. Non, vous ne m'avez pas perdu. C'est bien moi qui ne lis jamais de SF, qui n'y comprend rien, qui n'y connaît rien, qui n'est pas spécialement d'attrait, si ce n'est celui que j'ai quand je vois les magnifiques couvertures qu'ils sont capables de faire, et quand j'entends certaines personnes comme Hélène en parler et que ça me donne envie. Mais à part ça, c'est un univers qui m'est totalement inconnu, et pourtant, j'ai lu une série, d'accord, 4 tomes, mais c'est une série quand même, et même qu'elle est terminée. Ça parle de science-fiction, et alors là, c'est un peu la cerise sur le gâteau. J'ai adoré, ce truc de fou quoi. Et non, vous ne rêvez pas, je viens vous parler d'une tétralogie, je viens vous parler de Ciel, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, de Joanne Elliott, que j'ai donc découvert grâce à Maxime dit Wairo, que je remercie profondément parce que j'ai passé un très bon moment. Joanne Elliott est un écrivain français qui est né en 1970, qui écrit de la SF aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse. Il est également professeur de français et d'histoire géo. Tout ça, c'est Wiki qui me l'a appris. Et il paraîtrait même, il paraîtrait même qu'il y a des références SF dans cette tétralogie. Références SF à travers lesquelles je suis bien sûr totalement percée, pas du tout, passé, et que je pense les adeptes du genre découvriront à ma place ou sauront m'en parler en commentaire. Mais voilà, j'ai préféré tricher et prendre des notes parce que sinon j'allais vous raconter absolument n'importe quoi, ce qui n'avait aucun intérêt. J'ai également appris en parcourant certains blogs que ce monsieur avait écrit des uchronies, qu'il aimait l'ambiance steampunk et qu'il avait aussi écrit des romans en rapport avec la fantaisie urbaine. Et quand je lis tout ça, j'ai l'impression de parler une langue étrangère, mais j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Et parce que je ne vais pas porter les 4 tomes pendant toute la vidéo, je vous les montre. Il y a donc d'abord le tome 1 qui est l'hiver des machines, suivi du tome 2, le printemps de l'espoir. Et comme j'ai le soleil un petit peu en plein dans la gueule, ça se trouve les couvertures, vous ne les verrez pas. Et bah tant pis, vous avez qu'à aller les voir en librairie ou en bibliothèque. Nous avons ensuite en tome 3 l'été de la révolte. Et enfin en tome 4, nous avons l'automne du renouveau. Si je ne me trompe pas, la série a commencé en 2012 et a donc été terminée en 2007. Et je suis vraiment heureuse d'avoir attendu pour la découvrir, que les 4 tomes soient sortis. C'était totalement par hasard, puisqu'au moment où moi j'ai fait la demande à la bibliothèque, je ne savais juste qu'il y avait le tome 1 qui s'appelait l'hiver de quelque chose et j'étais pas allée plus loin, et la médiathèque a été adorable et m'a filé les 4 tomes d'un coup, donc c'était génial, j'ai pu les lire à la suite, j'ai pu valider 4, comment dire, je trouve plus mes mots, 4 consignes pour mon challenge si j'étais un livre, donc ça c'était parfait aussi. Et comme je pense que ça commence à faire un petit peu long, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet et vous parler de cette magnifique série. Je fais quand même un tout petit aparté, encore un oui, s'il vous plaît, pardonnez-moi, un petit aparté pour vous présenter quand même une des couvertures de Ciel, parce que c'est juste magnifique, déjà au-delà des couleurs, du design, etc. Regardez ça, c'est rigolo. En fait, vous avez un ciel qui... Vous avez un nuage qui est découpé dans la couverture principale et vous avez derrière le mot ciel qui donc apparaît par transparence. C'est super choupidou, non? D'accord, c'est qu'un détail, mais c'est le genre de connerie qui peut me faire choisir un livre. J'ai oublié de vous dire que c'est aux éditions Gulfstream, que je ne connaissais pas spécialement non plus. Après toute cette dispersion, parlons enfin de l'histoire. Qu'est-ce que raconte Ciel? Ciel, en fait, c'est, comment dire, le successeur d'Internet. C'est la connexion ultime où tous les univers sont reliés grâce à l'Internet qui est devenu obsolète, grâce à l'électricité, aux énergies, etc. Tout est connecté. Un peu le nec plus ultra de ce qu'on peut connaître maintenant, version ultra connectée comme on peut l'imaginer dans une société qui serait hyper lointaine, sauf que là ce qui est bien déjà c'est que ça se passe en 2030. Donc finalement c'est pas si éloigné que ça. Et je pense que c'était déjà un bon point pour que moi je m'identifie sans avoir l'impression que c'était juste absolument impossible. Même si quand d'autres générations découvriront 2030, ce sera du passé pour eux, mais en tout cas pour moi c'était l'avenir. Donc futuriste mais pas trop, c'était déjà un bon point de départ. On va y suivre une famille. C'est le deuxième point que j'ai trouvé intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. On y suit en fait 5 membres d'une même famille.
Il y a Tommy, le grand-père, qui est un peu l'ours de la famille, l'ermite qui vit au fin fond de ces montagnes vosgiennes dans sa petite cabane qu'il a aménagée. Il pourrait être apparenté à ce qu'on appellerait un survivaliste. Et là j'ai un doute sur le terme, mais je crois qu'on dit survivaliste. Il y a ensuite son fils, Peter, qui lui est plutôt, on va dire, agent secret. En tout cas, il travaille pour le gouvernement. On ne sait pas trop ce qu'il fait, parce que d'ailleurs, il n'a pas trop le droit de nous en dire plus sur ses missions. En tout cas, il est souvent en déplacement, il ne s'entend plus avec son père depuis de très nombreuses années. Et pour lui, ce qui se passe avec Ciel, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Nous avons ensuite son ex-femme, Sarah, qui elle, à la complète opposée, est plutôt directrice, présidente même, d'une ONG et elle lutte justement pour expliquer que Ciel, ce n'est pas forcément la réponse à tout et qu'il y a des espèces qui sont menacées et qu'il faut les sauver, qu'il faut faire attention à l'écologie, à l'environnement, etc. Donc on a déjà deux personnages, et même trois personnages, pardon, très forts, avec des caractères complètement opposés. À ces trois personnages de départ s'ajoutent deux enfants. Tout d'abord Thomas, qui est donc le fils de Peter et Sarah, qui est un lycéen de la banlieue parisienne, plutôt très bon élève, voire plutôt doué, vu qu'il a sauté quelques classes. Et nous avons sa sœur Jenny, qui est plutôt l'étudiante farfelue qui est partie du côté de Berlin, en Allemagne, pour faire ses études, mais surtout un peu la fête en fait. La fête en fait, oh c'est nul. Et donc, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'on a donc ces 5 personnages, qui, au-delà d'être d'une même famille, sont également de plusieurs générations. Et je trouve que c'est la vraie force dans ce récit, c'est que vous allez pouvoir, quel que soit votre âge, je pense, vous identifier à un des personnages, soit par rapport à son âge, soit par rapport à l'endroit où il vit, soit par rapport à, on va dire, son opinion sur Ciel. Et ça, j'ai trouvé ça super. Autre point, c'est que comme ça se fait assez régulièrement maintenant, vous avez des successions de chapitres qui sont en fait les points de vue de chacun. Personnellement, je l'ai assez souvent rencontré avec 2-3 personnages, mais jamais 5 personnages. Et là, ça vous permet de suivre d'une certaine façon 5 histoires, puisque chacun va vivre à sa manière, dans son environnement, avec son opinion propre, ce qu'il va se passer. Et dans ces 5 personnages, vient s'en rajouter un 6e, qui est donc Ciel. Ciel étant l'intelligence artificielle qui va vouloir dominer le monde. Et quand je dis que Ciel veut dominer le monde, ce n'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, il y a une partie de sa programmation qui prévoit de préserver la planète, de préserver l'environnement. Et pour cela, elle doit faire attention aux nuisibles. Et au fur et à mesure de son développement et de tout ce qu'elle va apprendre grâce à ses multiples connexions, à tous les calculs qu'elle peut faire et tout ce qu'elle sait sur le genre humain, elle va en arriver à la conclusion que la menace première pour la planète, c'est l'être humain. Et qu'il faut donc l'éradiquer. Sauf que Ciel a été programmé pour ne pas tuer son maître. Donc à partir de là, comment faire pour réussir à réguler l'espèce humaine sans pour autant la tuer directement puisqu'elle ne pourra pas. Et voilà, vous avez l'intrigue de la saga Ciel. Et c'est génial. Dans le tome 1, c'est le choc. En l'espace de 7 jours, toute l'économie va basculer. Plus rien n'est possible comme avant. Toutes les connexions sont coupées. C'est un énorme blackout et personne ne comprend ce qu'il se passe. Chacun y va de sa propre interrogation, de la panne passagère jusqu'au soulèvement des machines, qui pour ma part n'a pas été sans me rappeler le Maximum Overdrive de Stephen King, qui était beaucoup plus kitsch que ça, mais il y a quand même cette notion de rébellion des machines que j'ai beaucoup aimé. Le tout se passe pendant une saison, celle de l'hiver. Un hiver particulièrement rude, particulièrement froid, qui va mettre à mal la population. On est dans une phase un petit peu d'observation où on regarde les différents personnages s'adapter, se questionner. Et c'est déjà l'occasion de questionnements plus approfondis, comme par exemple la dépendance des grandes villes par rapport à l'alimentation. Autant dans les campagnes, vous avez vos potagers et vous pouvez potentiellement vous débrouiller, comment est-ce que vous faites dans une grande ville quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus d'approvisionnement, quand il n'y a plus de contact, plus de téléphone, etc., etc. On est tout de suite dans une situation qui devient rapidement anxiogène, et ça, c'est l'hiver des machines. Dans le tome 2, le printemps de l'espoir, on continue cette situation anxiogène de
collaboraient ou disparaissaient. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler cette série. Ce qu'il faut retenir dans ce tome 2, c'est qu'on va suivre le quotidien qui se met en place pour chacun des personnages et petit à petit, ils vont converger vers une seule et même idée, laquelle, à vous de le découvrir. Dans ce tome 2, il est énormément référence, à mon sens, à la Seconde Guerre mondiale et à tout le vocabulaire en lien avec les camps de concentration. Je pense que cela vous en dit déjà assez sur ce que vous pouvez découvrir dans ce tome 2. J'ai un petit peu moins apprécié le tome 3, l'été de la révolte. Là aussi le titre est assez évocateur pour comprendre de quoi il sera question dans ce tome. Petite chose que je n'ai pas encore précisée mais qui me paraît assez évidente vu les titres, chaque roman se déroule le temps d'une saison. Mr. Obvious, bonjour. Bref, j'ai un petit peu moins apprécié ce tome parce qu'il y a pas mal de redites. Cependant, il faut garder à l'esprit que quand cette série est sortie, il y avait un tome par an à peu près, si je ne me trompe pas, et que du coup, forcément, un petit peu comme la sensation que j'avais eue avec les Harry Potter, que je n'ai toujours pas terminé, mais ça c'est un autre sujet, il y avait des remises dans le contexte pour bien comprendre les liens entre les personnages, pour bien comprendre où on se situait, ce qui s'était passé dans les tomes précédents, etc. Donc moi ça m'a un petit peu saoulée sans que ce soit non plus hyper gênant, mais c'était quelques pages qui étaient inutiles à mon sens, mais parce que j'ai lu les 4 à la suite, tandis que si vous attendez un an entre chaque tome, je pense qu'au contraire c'est plutôt bienvenu. Dans ce tome 3, on nous présente une des solutions possibles pour la planète, à savoir l'Homo mechanicus. Je ne vous en dirai pas plus, là encore juste un petit indice pour vous donner envie peut-être de découvrir cette saga. À chaque tome, son questionnement un peu plus grand que l'intrigue en elle-même, et ici j'ai trouvé qu'il était beaucoup question de la condition humaine justement quand elle est confrontée à une situation délicate, donc une partie un peu plus sociale ou sociologique. Un tome axé sur le comportement, les attitudes de chacun face à une pression qui se fait de plus en plus forte, mais aussi face à l'espoir, à la possibilité de trouver une solution. Quand vous avez une situation difficile, ou quand vous avez une période d'oppression, une période de combat, une guerre, etc., vous pouvez voir ressortir le meilleur de l'être humain en termes de compassion, de don de soi, d'altruisme, mais vous pouvez aussi découvrir le plus mauvais de l'être humain en termes de perversion, en termes de sadisme, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans ce tome, dans un contexte, ne l'oublions pas, roman jeunesse. Donc il n'y a rien de gore, il n'y a rien de malsain, c'est assez surfait dans le sens où c'est évoqué mais sans être surligné. En fait dans chaque tome vous avez un petit peu des thématiques qui sont abordées qui permettent d'avoir une seconde lecture, je dirais, du roman, au-delà de l'intrigue, des personnages, de l'attachement que vous pouvez ressentir pour cette famille, des histoires d'amour qui peuvent éventuellement se créer, des amitiés, des liens familiaux qui peuvent se briser ou se renouer, qui sont des thématiques très présentes. Vous avez aussi toute la question de l'écologie, de l'environnement, de ce que l'homme pourrait faire ou devrait faire pour sauver la planète, avec cette situation où nous n'avons pas envie que la machine nous remplace, mais dans ce cas-là, que faire? Et c'est ce qui fait, encore une fois, le plaisir que j'ai pris à lire cette série, malgré quelques petites redondances ou des petites choses par-ci par-là qui m'ont moins plu, même dans ce tome 3. Et enfin, dans le tome 4, l'automne du renouveau, cette fameuse convergence dont je vous parle depuis le début se met en place. Les personnages vont potentiellement se retrouver, donc on arrive un petit peu à un goulot d'étranglement où chacun vivait son histoire en parallèle pour finalement peut-être ou pas se rejoindre. Et donc on a une fin qui est attendue. Il n'y a rien d'extraordinaire, d'exceptionnel, même s'il y a quand même des moments forts. Ça reste un bon moment de lecture aussi parce que c'est fini. On
n'est pas dans une série où vous allez attendre un éventuel 5e tome, où vous allez éventuellement attendre une préquelle ou que sais-je. J'ai d'ailleurs lu une interview de Johan Elliott qui expliquait qu'il n'avait pas du tout l'intention d'aller plus loin dans Ciel et qu'il laissait chacun libre d'imaginer la suite qu'il voulait à cette aventure, et je trouve ça super parce que je n'aime pas les trucs qui durent 3 plombes, j'aime bien quand c'est bien construit, bien cadré, et c'est ce que j'ai retrouvé dans cette série qui m'a vraiment plu. C'est ce côté, on sent le travail fini. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas d'autres possibilités, si ce n'est celle de votre imagination, et ça c'est cool. Il y a un truc qui m'a agacée dans ce tome, de par mon approche végétalienne, véganisme, etc. auquel je m'intéresse, vous le savez, où des solutions qui sont apportées comme étant des promesses de renouveau pour l'être humain n'en sont finalement pas. Et bon, ça m'a un petit peu agacée, mais ça c'est par rapport à mes convictions, donc peut-être que d'autres ne le verront pas du tout ainsi, et c'est tant mieux, comme ça chacun se fait la fin qu'il veut pour ce roman. J'espère que j'en aurai dit assez pour vous donner envie de la lire et pas trop pour ne pas vous spoiler. C'est un exercice pas évident en fait de présenter une série complète sans mettre les pieds dedans. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment, je le dis et je le redis. Ça va pas rester une lecture extraordinaire, c'est pas un coup de cœur à proprement parler, mais je crois que ça vaut le coup de découvrir Ciel. Si vous vous laissez tenter ou si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, et du coup, merci Booktube, à très bientôt, ciao.